Amour, amitié, vie sociale ou politique, les mots sont les premières briques de toute révolution ou de fantastiques remparts contre l'immobilisme, l'isolement et le renoncement. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, où nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Et notre interrogation du jour, Sahel, espionnage français au Mali. Que peut l'ONU? C'est notre grande interrogation. Sahel, l'espionnage français au Mali, que peut l'ONU? Eh bien, mesdames, messieurs, le différend financier français issu de l'abandon par le Mali, de la coopération avec Paris et de son remplacement par une coopération militaire élargie avec la Russie, a pris un autre cours, comme l'accuse le gouvernement malien dans une lettre adressée à la sécurité de l'ONU, conseille France de fournir à la France de fournir aux groupes terroristes armés des munitions, du matériel et surtout des informations. Le ministre malien des Affaires étrangères, au lendemain du retrait des derniers soldats français du territoire malien, a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à tenir une session d'urgence consacrée à l'examen de la situation sécuritaire en République du Mali. La lettre du ministère des Finances parlait de plusieurs atteintes à l'environnement financier commises par les avions de combat français sans licence. Le gouvernement d'Assimi Goïta avait d'ailleurs auparavant porté des accusations similaires au gouvernement français entre janvier et avril dernier, mais Paris a démenti. Dans la lettre envoyée au Conseil de sécurité de l'ONU hier, le 16 août 2022, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a affirmé que son gouvernement a toutes les preuves de l'implication de la France dans l'aide aux terroristes au détriment de la sécurité et de la stabilité du Mali et qu'il est prêt à présenter des preuves devant le Conseil de sécurité si nécessaire que. Diop a expliqué, son gouvernement a également des preuves que la France a collecté des informations de renseignement, a présenté aux groupes terroristes et a également donné à ces groupes du matériel militaire et surtout des munitions. Le gouvernement de Bamako a souligné qu'il était prêt à présenter à tout moment les preuves de ces accusations contre la France devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Après la récente attaque qui a coûté la vie à des dizaines de soldats maliens, eh bien, les autorités maliennes au pouvoir au Mali ont affirmé que les hommes armés impliqués dans l'attaque l'ont mené avec les soutiens des parties étrangères, dont en première ligne la France, l'OTAN et les autres. Les forces françaises, sous la forte impulsion du peuple malien, ont achevé en début de semaine leurs opérations de retrait des terres maliennes et s'apprêtent à redéployer leurs forces en retrait du Mali en République du Niger, malgré la montée des cris au sein de la société civile, société nigérienne, s'opposant à toute présence militaire française sur le territoire nigérien. Le Mali donc accuse la France de fournir des armes et des informations à des groupes terroristes. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Sahel, espionnage français au Mali, que peut l'ONU? C'est notre grande interrogation. Mais pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole Aïssi, on l'appelle vulgairement 3A, le propriétaire de tous les dossiers, directeur de publication du journal Le Cactus et journaliste d'investigation qui est notre invité aujourd'hui. Albert Anatole Aïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Josulangos. Je dis bonjour à vos techniciens qui font un travail remarquable pour que nous ayons de la visibilité, n'est-ce pas, sur les différentes plateformes à travers lesquelles, n'est-ce pas, nous nous exprimons, nous puissions justement poursuivre notre combat de libération, non seulement du continent africain, mais surtout du peuple noir partout, surtout, pas seulement du peuple noir, mais également de tous ces peuples et puis justement de liberté, mais surtout de vérité, et j'allais dire de dignité. Comme mon habitude, mon coup de gueule de ce matin va s'articuler autour de la visite annoncée de Jupiter du côté de l'Algérie le 24 août prochain. Pourquoi faire? Rappelez-vous, il y a quelques semaines, il était en pèlerinage du côté du Cameroun, mon pays, du côté de la Guinée-Bissau, du côté du Bénin, et puis justement nous enfumait avec son narratif condescendant habituel à la recherche, n'est-ce pas, de nouveaux partenariats. Je crois que du côté de l'Algérie, on aura plus affaire au narratif d'arrogance auquel nous sommes coutumiers. Mais je pense que de ce côté-là, les Algériens ont justement exigé de l'Hexagone du respect et je crois que ça marche de ce côté-là. Et justement, c'est un exemple que les Africains, n'est-ce pas, les francophones devraient penser à dire, exiger comme le font déjà les autorités maliennes, exiger de Paris justement le respect qui nous est dû et qui nous revendiquons de plein droit parce que Macron, Jupiter, c'est un impoli
qui n'a pas encore véritablement consumé, je veux dire, dont l'adolescence, je veux dire, l'adolescence n'est pas encore véritablement aboutie, et qui a la prétention de donner une leçon de géopolitique, de valeurs morales au peuple africain. En tout cas, merci pour l'invitation. Albert Anatolaï, ici, Jupiter est mort, vive Vulcain. Apparemment, c'est désormais comme ça, on devrait l'appeler. Très heureux de vous avoir, Albert Anatolaï, ici. Finalement, on le sait, c'est officiel. Le Mali accuse la France de fournir des armes et des informations à des groupes terroristes. Et sur nous, on le dit, c'est officiel. C'est une lettre qui a été déposée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est pas une surprise. Oui. De notre point de vue, de mon point de vue, ce n'est pas une surprise. Rappelez-vous sur une autre tribune, après la deuxième tentative d'assassinat du président de la transition, Assimi Goïta, on avait annoncé à ce moment-là qu'il faut qu'il garde l'œil très ouvert, qu'il soit très vigilant. Je parle de ses responsables et surtout le peuple malien, parce qu'il y a des choses vilaines qui se préparent dans les officines habituelles contre à la fois les autorités de transition et contre le peuple malien, mais surtout l'État malien. Souvenez-vous également, toujours dans cette tribune, vous avez justement animé une émission, document à l'appui, qui attestait de ce que Paris, à travers ses mercenaires habillés en treillis, formait, finançait, nourrissait, n'est-ce pas, les terroristes. C'est documenté. Documenté, oui. Et après quoi, les autorités maliennes ont repris à leur compte, justement, cette dénonciation que nous faisions. Document à l'appui. Alors, quelques temps après, vous avez d'ailleurs indiqué la période entre janvier et avril 2022, oui. Il y a une sortie officielle des autorités maliennes à travers, justement, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération malien, Abdoulaye Diop, oui, qui, justement, décriait l'attitude des autorités de Paris à travers leurs mercenaires qui survolaient, qui violaient l'espace aérien malien dans le contexte des sanctions contre le Mali, où toutes les frontières aériennes et terrestres étaient fermées. Mais vous avez quand même un avion espion français, tous transpondeurs éteints, survolaient, violaient l'espace aérien malien. En ce moment, il y en a qui ont trouvé que c'était très excessif lorsqu'ils demandaient qu'il fallait qu'ils abattent cet avion. Mais aujourd'hui, dans le contexte justement, une fois de plus, de la violation de la souveraineté du Mali, le ministre Abdoulaye Diop indique clairement et de manière très ferme que le Mali se réserve d'invoquer la légitime défense si ces manœuvres clandestines d'espionnage et de violation de la souveraineté du Mali se perpétuent. Donc, c'est vous dire quel est le degré de laideur, n'est-ce pas, de ceux qui nous donnent des leçons, de respect de souveraineté. La souveraineté au nom de laquelle on refourgue les armes, j'espère, aux comédiens, justement, de l'Ukraine, et on accepte que la Russie soit attaquée au niveau de ses frontières, au nom, justement, de la souveraineté de l'Ukraine. Laquelle souveraineté on dénie, n'est-ce pas, au Mali, parce que c'est le Mali. Comme je l'ai dit, pour venir dans ce contexte-là, bien évidemment, et les autorités maliennes ne parlent de pas moins de 50 violations de l'espace aérien. 50 cas de violation de l'espace aérien depuis le début d'année. Nous sommes entre janvier et avril 2022, il faut le préciser également. Absolument. Et rappelez-vous également dans le contexte des charniers qui ont été attribués aux mercenaires, selon leur narratif, et aux fameuses forces armées maliennes, du côté de Moura, je pense, les autorités, je veux dire, l'armée d'occupation française a quand même laissé sur le territoire malien, je pense qu'il s'agissait d'Alba de Tombouctou, oui, des drones pour espionner qui? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Allons même encore plus loin.
je voudrais vous plonger dans un des éléments historiques. Les États-Unis sont allés en Afghanistan et sont repartis après 20 ans d'occupation. Ceux qui sont repartis ne se sont pas relocalisés dans un pays voisin. Ils sont rentrés directement. Ils sont rentrés chez eux, oui, abandonnant les traites, les collabos et tous ces bâtards-là. Dans le contexte de la libération de la France en 1945, par les armées alliées, les forces alliées, n'est-ce pas, auxquelles faisaient part, n'est-ce pas, ce qu'ils ont appelé de manière triviale les tirailleurs sénégalais, dont les Africains, les États-Unis, après la libération de la France, ne sont pas partis dans l'Allemagne voisine, bien en Pologne voisine, ils sont repartis chez eux. Mais pourquoi est-ce que les mercenaires de Barkhane vont se relocaliser chez le voisin nigérien? Parce qu'il s'agit des mercenaires qui vont aller encombrer justement l'espace de vie des Français parce qu'ils n'ont pas les moyens de les héberger là-bas. Il faut donc que ces légionnaires, ces mercenaires errent comme les mauvais esprits dans des pays étrangers, très loin, mais alors très loin, n'est-ce pas, du biotope français. Je pense qu'aujourd'hui, il est clair que, et nous demandons aux frères nigériens de tout faire pour les chasser du Niger. C'est important. Et il n'y a pas, j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas de révolution sans sacrifice. Nous avons des pères qui nous ont montré le chemin au péril de leur vie. Ils en ont payé véritablement de leur vie. Et nous aussi, nous sommes prêts à payer de notre vie pour ça. Ça, c'est important de le préciser. Donc, il est important justement que ces bases militaires étrangères qui sont acceptées par certains dirigeants endocolons soient démantelées de manière systématique, quitte à utiliser tous les moyens possibles à notre possession pour le faire. Aujourd'hui, les Maliens, le peuple malien, les autorités maliennes sont en droit de saisir leurs instances, les instances mondialistes, savoir l'ONU, le Conseil de sécurité, pour justement prendre à témoin cette fameuse communauté dite internationale. Pour leur faire savoir que leur propre charte qu'il faut réformer est allègrement violée par ceux qui l'utilisent quand ça les arrange, à savoir les mondialistes représentés en Afrique au Sahel par Paris. Donc je crois qu'aujourd'hui il est clair donc que les autorités maliennes qui ont toujours pris leurs responsabilités le fassent davantage pour la sécurité du Mali. Et il faut également préciser, Steve Longos, que nous n'oublions pas, nous sommes en guerre. Et ce n'est pas un euphémisme que de le repréciser, de le redire, d'insister dessus, que le peuple malien est en guerre, les Africains sont en guerre et ils doivent se préparer à tout. Albert Anatola, ici, on se doutait quand même pas mal de choses. On se rappelle d'ailleurs de l'attaque de Kati. Il y a encore quelques années, les attaques terroristes se faisaient sur les populations. Finalement, cette fois-ci, les dernières attaques du côté du Mali, on va le dire comme ça, visaient entièrement et totalement les autorités maliennes. Et des armes lourdes ont été utilisées, des drones, des avions et des armes très lourdes. Ce qui présageait justement que, jusqu'à preuve de contraire, ces terroristes, d'où sortaient-ils avec ce genre d'armement quand on sait pertinemment, qu'on nous fait savoir depuis la nuit des temps, que c'est des hommes à moto? Je voulais quand même vous replonger dans un autre contexte. Oui. Où les armes récupérées entre des mains, soit des éléments de groupes armés, soit des terroristes, étaient de fabrication française. Oui. En Centrafrique, nous avons connu ça. Au Mali, nous avons connu cela. Pas que nous avons connu, c'est toujours le cas. C'est-à-dire des armes récupérées entre des mains des terroristes sont des armes de fabrication française. C'est la même chose du côté du Burkina Faso, où vous avez de matériel militaire de fabrication française qui est récupéré entre des mains des terroristes. Dans le contexte, je veux revenir dans le contexte camerounais, notamment dans la dynamique de la lutte contre Boko Haram. Oui. Nous avons également fait une émission là-dessus, où les renseignements, et même en Centrafrique, où Paris donnait autant les mêmes renseignements que Paris donnait aux forces loyalistes, il donnait exactement les mêmes renseignements aux groupes armés et aux terroristes. Et très souvent, il donnait davantage, c'est-à-dire dans l'échange, dans l'échange des renseignements,
les groupes, c'est-à-dire, je veux dire, les éléments de la menace asymétrique étaient privilégiés au détriment des forces loyalistes. Oui. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé par exemple au Tchad, avec l'assassinat d'Idriss Déby, avec le fameux mouvement FARC. C'est-à-dire, les renseignements qu'on donnait à l'armée régulière, c'est les mêmes renseignements qu'on donnait aux groupes terroristes. Paris a toujours joué à ce jeu. Souvenez-vous de la fameuse guerre du Biafra, où d'un côté sur la table, Paris négociait, était le médiateur. Sur la table, on refourguait les armes, n'est-ce pas, aux sécessionnistes. Oui. Ça a toujours fonctionné comme ça, avec cet État voyou, avec leurs dirigeants criminels. Donc, pour revenir à votre question, il y en a qui pensent souvent que nous sommes excessifs, nous sommes anti-français, et puis si nous sommes anti-français, c'est mon droit le plus absolu d'aimer qui je veux, détester qui c'est lui que je veux. C'est mon droit le plus absolu. Au regard des contradictions, des volte-face, de la prédation, n'est-ce pas, dont nos États sont victimes, au regard des projets de déstabilisation, oui, au regard des faits même de déstabilisation et d'assassinats politiques humains, des crimes humains qui sont perpétrés sur le continent africain, par Paris, avec ses alliés, parce qu'il n'y a pas que Paris, il y a ses alliés. Quelquefois nous allons, c'est vrai que Paris c'est le cheval de Troie qui assume son rôle, raison pour laquelle c'est notre cible, mais vous avez également autour la Grande-Bretagne, il ne faut pas l'oublier. Donc, et les Américains, qu'il ne faut pas oublier non plus. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans ce contexte où vous avez justement du matériel, la logistique qui est fournie aux groupes terroristes, il y a forcément quelque part quelqu'un qui finance, qui entretient, qui les entraîne et qui les nourrit. Parce que lorsque je vois souvent le physique de ce que vous appelez les terroristes, qui terrorisent, qui sèment la terreur sur le continent africain, c'est des êtres chétifs qui ont de la peine à prendre 2 repas par jour, mais qui vous brandissent un matériel militaire qui coûte des centaines de millions de dollars. Oui. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a quelqu'un qui finance cela. Et je voudrais vous dire une chose, au même titre que la misère, au même titre que la pauvreté qui est entretenue sur le continent africain par l'Occident, les guerres, les conflits armés qui sont entretenus sur le continent africain nourrissent justement l'économie occidentale et européenne. C'est un fait. Ça nourrit leur économie parce qu'il faut bien faire fonctionner le fameux complexe militaro-industriel. C'est important pour eux. Parce que s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de business. Donc, alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, il est plus que jamais important, nécessaire pour les autorités maliennes d'ouvrir encore davantage l'œil. Avec le nouveau matériel sophistiqué qu'ils ont acquis du côté de la Russie, ça leur permet d'avoir les yeux grands ouverts au niveau, dans tout l'étendue de leur territoire. C'est du fait de ces matériels justement qu'ils sont capables de détecter des intrus, des présences clandestines comme celle qui fait l'objet de notre débat. Jusqu'à preuve du contraire, la France a été chassée du côté du Mali et ne s'avoue pas encore vaincue. Pendant ce temps, les autorités maliennes déclarent haut et fort aux Nations Unies qu'ils ont les preuves de ce qu'ils avancent. Est-ce que les Nations Unies, qui, pour certains Africains, sont complices justement de tout cela, vont accepter cette lettre et pouvoir faire une enquête? Je n'attends rien des Nations Unies. Je n'attends rien du Conseil de sécurité. C'est vrai que nous avons... parce que quand vous avez un criminel comme la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, qui ne respecte pas les droits du monde, ni la démocratie, ni les droits de l'homme, mais qui siège quand même en tant que membre permanent, il faut déchirer la charte des Nations Unies, comme l'a fait en son temps Mouammar Kadhafi. Parce que le principe pour être membre au Conseil de la sécurité, c'est être respectueux de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés des peuples. C'est tout le contraire que la France fait en Afrique. En tout cas, dans certains pays africains. Mais il faut donc réformer cette institution-là. J'ai l'habitude de dire qu'il y a certains pays qui ne sont pas membres des Nations Unies, de l'ONU. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de cette affaire? Il faut qu'on sorte de ce merdier, M. Steve Zelangos.
Je pense que l'Afrique, c'est quand même un peu plus d'une cinquantaine d'États. Oui. On peut dans le continent africain, justement, créer un organisme de régulation de nos contradictions internes. D'autant plus que nous avons une population conséquente. Qui dépasse de loin la population des 27 États qui constituent l'Union européenne. Et de l'Occident. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un débat. Il faut réformer cette affaire-là. Si ce n'est pas possible qu'ils assurent les réformes suggérées, on sort de ça. Faisons le décompte, justement, des interventions d'efforts de maintien de la paix et de stabilisation de l'ONU sur le continent africain. Faisons le décompte. Faisons l'inventaire. Le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est que ces forces d'interposition, ces forces de stabilisation, de maintien de la paix, ont plus créé des problèmes qu'ils n'en ont résolu. Donc, dès lors, il me semble légitime de décrier déjà la présence de ces forces d'occupation dans nos espaces de vie, qui sont ni plus ni moins que des forces de déstabilisation. Ça fait combien d'années qu'ils sont en République démocratique du Congo? Ça fait 23 ans. Et ça coûte peut-être plus de 34 000 milliards de dollars par an. Pour quel résultat? Ils sont depuis plusieurs années en République centrafricaine. Ils ont réglé quel problème? Bien le contraire. Ils sont plus un problème qu'une solution. C'est la même chose avec la MINUSMA. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces forces d'interposition sont toujours chapeautées par des mercenaires français, habillés en trier et qu'on appelle les généraux. Donc je crois qu'aujourd'hui, vous avez donc, et ça nous plonge dans ces fameux accords de défense, que heureusement, n'est-ce pas, le gouvernement malien a dénoncé, a déchiré, balancé dans la poubelle. Albert Anatole, ici, je reste toujours sur cette question. Jusqu'à preuve du contraire, cette lettre est une plainte, d'ailleurs déposée aux Nations Unies, précisément au Conseil de sécurité. Mais on sait également, Albert Anatole, ici, que la France parle souvent au nom du continent africain. Et la dernière fois encore, pour prolonger le mandat de la MINUSMA au Mali, c'est toujours la France qui a discuté de cette problématique. Peut-on imaginer l'ONU condamner un jour la France, même s'il y avait des preuves tangibles? Bien sûr, c'est le même genre. Je vous dis que ce sont les mondialistes qui sont les propriétaires de cette chose qu'on appelle l'ONU. Et l'État français, à travers ses dirigeants, en fait partie. Oui. Mais attendez, rappelez-vous des crimes de l'armée française dans le cadre de l'opération Sangaré en République centrafricaine. Quelle a été la conclusion de cette affaire? Toutes les affaires, on a parlé de non-lieu. Non-lieu. Oui. Alors que les victimes étaient là, visibles. Et ces victimes, c'était les gamines, les gamins, les enfants, victimes de viol. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ces mercenaires-là ont un statut de diplomate. Ils ont l'immunité. Quels que soient les crimes qu'ils peuvent commettre, ils ont l'immunité. Ça ne peut pas continuer comme ça. Un soldat ne peut pas avoir un droit d'immunité, peut bénéficier d'un statut d'immunité de diplomate dans un pays où il est détaché ou bien engagé dans le cadre d'une mission du maintien de la paix, dans le cadre des opérations extérieures. Ça veut donc dire que même s'il commet des crimes, non, il est absous parce qu'il a l'immunité. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et je pense que d'où l'espoir qu'il faut fonder par rapport au nouveau bloc qui est en train de se mettre en place pour justement prôner la multipolarité dans le contexte géopolitique à venir. Vous ne pouvez pas avoir d'un côté des gens qui ont le droit de commettre des crimes sans en assumer les conséquences et qui ont la prétention d'en être les procureurs, les juges, les gendarmes, d'en être justement les avocats, les huissiers de justice, mais qui ne peuvent pas répondre à leurs propres crimes. Non, il y a un problème. Pour revenir à votre question, je n'attends rien n'est-ce pas, du Conseil des Nations Unies, de la sécurité, je n'attends rien du Conseil de sécurité par rapport à la plainte des autorités maliennes. Mais je vous ai tout à l'heure indiqué que la démarche des autorités maliennes dans ce contexte, dans cette affaire, oui, vise à prendre cette fameuse communauté dite internationale à témoin.
Parce que dans le communiqué... Les décisions pourraient être prises par les autres Maliens dans les jours à venir? Je pense que c'est clair. Déjà, vous avez une majorité de Maliens qui demandent justement le départ de l'aménagement, n'est-ce pas, du territoire malien. Oui. Et il faut absolument que cela se passe comme ça s'est passé avec Barkhane. Il faut absolument que ça se passe comme ça a été passé du côté de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire qu'on exige le départ de ces forces de déstabilisation qui commettent des crimes, des viols, des crimes humains, des crimes économiques. Donc, c'est important. Donc, personnellement, je n'attends rien de cela, mais il faut quand même tirer avantage de ce que le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération, Abdoulaye Diop, a pris à témoin leur institution. Raison pour laquelle, dans son communiqué, il précise de manière claire que le Mali se réserve le droit d'invoquer la légitime défense. En d'autres termes, les drones qui survolent le territoire, l'espace malien, les drones qui survolent cet espace-là, les aéronefs militaires étrangers qui survolent ce territoire-là, désormais seront abattus sans aucune autre mesure. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut aller. Il faut utiliser la fermeté, voilà. Il faut utiliser la fermeté avec ces gens. Et en même temps, je voudrais suggérer aux autorités maliennes de fermer leurs frontières avec le Niger. Sinon, il y aura des vilaines choses qui vont se dérouler constamment. Il faut qu'ils ferment, que les dirigeants maliens ferment leurs frontières avec le Niger. Pour l'instant, il y va de la stabilité, il y va de la sécurité, n'est-ce pas, du peuple malien. J'ai entendu dire dans un média hexagonal, je parle de celui qui officie comme porte-parole, n'est-ce pas, de Barkhane, depuis le Niger, estimé qu'ils ne se reconnaissent pas dans les dénonciations, n'est-ce pas, des autorités maliennes en ce qui concerne la violation par leur espace aérien des aéronefs étrangers. Mais ce qui est faux. J'ai également entendu le même narratif du côté de ceux qui officient là-bas comme le représentant, justement, le premier conseiller d'ambassade, justement, de France au Mali, qui estime qu'eux-mêmes ils ont été victimes des attaques de l'EGS. C'est-à-dire, je crois qu'il y a quand même un problème. Est-ce que vous avez un jour vu un criminel assumer ses crimes? J'allais vous poser la question de savoir si aujourd'hui les preuves que détiennent d'ailleurs les autorités maliennes sont justement avérées, est-ce qu'on pourrait condamner la France? Je ne pense pas. Est-ce qu'on condamne la France par rapport au crime qu'elle a commis du côté de la Libye? Sur le prétexte qu'il allait libérer justement le peuple libyen, ils en ont payé, on en a fait un procès? Jamais. Ça allait en paix des profils. Est-ce qu'on a accusé les autorités françaises des crimes commis du côté de la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011? Du tout. Est-ce qu'on a accusé, la France a été condamnée des crimes commis en République centrafricaine dans le contexte de l'opération Sangaris? Est-ce que la France a été sanctionnée, condamnée pour des crimes humains, politiques, commis sur le continent africain? Non. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire, il y en a qui me trouvent subversible. Non, ce n'est pas subversif, ce n'est pas de la subversion. J'ai l'habitude de le dire, et dans le contexte, puisque nous sommes là pour nous libérer d'abord, libérer le peuple noir et ensuite les autres, régulièrement nous avons des images qui nous parviennent et qui font état des assassinats des Noirs dans les rues d'Europe, mais qu'il faut qu'ils sachent, se rappellent, qu'ils se souviennent qu'ils ont les leurs chez nous. Oui. Il faut qu'ils se rappellent qu'ils ont les leurs chez nous. Et que le moment venu, il est possible qu'il soit établi ce que j'ai l'habitude d'appeler le principe de réciprocité. Je parle de l'équipe de la terreur. Et on n'est pas loin de là. Merci à vous, Albert Latolaïsi, d'avoir été avec nous ce matin. Ce fut un plaisir, comme d'habitude, Steve Gelongos. Mesdames, messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision. N'oubliez surtout pas, amour, amitié, vie sociale ou politique, les mots sont les premières briques de toute révolution ou de fantastiques remparts contre l'immobilisme, l'isolement et surtout le renoncement. Bonne journée à toutes et à tous.